La parole est au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Nous désapprouvons la politique du ministre. Vengeons-nous sur les élèves. Voilà comment on pourrait résumer la farce sinistre qui vient de se jouer dans nos lycées, transformés en ZAD, zone à délirer, par moins de 1% de grévistes, condamnés par une grande majorité de Français et par une grande majorité de leurs collègues. Le témoignage d'Angéline, bachelière parmi beaucoup d'autres cités par Ouest France. On a fait notre travail, respectez-le et redonnez nos notes, ce n'est pas à nous de payer. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui sont forcés d'enseigner la morale à certains de leurs professeurs. Le premier devoir des enseignants est celui de l'exemplarité devant leurs élèves. Est-ce que l'exemple que l'on veut donner aux enfants, c'est de ne pas remettre ses copies? Il ne viendrait jamais à l'idée des médecins d'arrêter de soigner les malades quand nous faisons grève ou même de ne pas remettre l'ordonnance. Les zadistes des salles d'examen en folie n'ont pas ces scrupules. Manque de respect envers les élèves dont cette grève a tellement à cœur les intérêts qu'elle en fait ses premières victimes. Manque de respect envers les familles qui leur confient leurs enfants. Manque de respect envers leurs collègues dont ils abîment l'image. Maintenant qu'ils ont perdu face à un ministre déterminé, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, ils dénoncent les inégalités. Mais qui a créé les inégalités entre les candidats si ce n'est les escamoteurs de copies? Les mêmes annoncent déjà des préavis de grève en septembre. Est-ce qu'ils ne pourraient pas un jour déposer un préavis de travail? On ne peut se permettre la réforme Blanquer, disent-ils. Mais peut-être l'éducation nationale ne peut-elle se permettre ces offusqués professionnels et leurs drôles de méthodes qui auraient fait rougir de honte leurs ancêtres les hussards noirs. Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous nous assuriez de votre fermeté face aux révolutionnaires à statut protégé et de votre détermination à appliquer une réforme qui n'est pas seulement la réforme Blanquer, mais aussi celle de l'Assemblée et du Sénat. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, le bac, c'est important. Ce n'est pas simplement un examen qui viendrait sanctionner la fin de la scolarité de terminale et de tout l'enseignement secondaire. C'est beaucoup plus que cela. C'est un moment important parce que c'est la voie d'entrée dans l'enseignement supérieur. Pour beaucoup de nos concitoyens, le bac, c'était et c'est le moment où on accède à une forme, non pas de majorité légale, celle-ci dépend de l'âge, mais à une forme de majorité intellectuelle, parce que justement on entre dans l'enseignement supérieur et que, ayant eu le bac, on a franchi une étape particulière, symbolique, mais pas seulement symbolique, une étape de savoir. Nous savons tous que le bac, c'est important. Nous avons tous, au moment du passage du bac, ou quand nos enfants, ce n'est pas le cas pour moi, ils sont trop petits, passent le bac, ce moment d'angoisse et de fierté. Nous connaissons tous des Françaises et des Français qui sont dans leur famille les premiers à avoir eu le bac. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était le premier dans sa famille à avoir eu le bac ne pas en concevoir une immense fierté. Et nous avons tous des exemples comme ceci. Le bac, c'est essentiel. Et c'est un moment, on peut le comprendre, pour les élèves et pour leur famille, de fierté et parfois d'angoisse. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves du baccalauréat en 2019 sont à bien des égards insatisfaisantes. Insatisfaisantes parce que des questionnements et des revendications ont été formulées, je ne les commente pas. Formuler des revendications lorsqu'on est fonctionnaire, enseignant, ou lorsqu'on n'est ni fonctionnaire ni enseignant, ça n'est pas illégitime. Mais des revendications ont été formulées qui ont conduit un certain nombre, une infime minorité, Monsieur le Président, mais une infime minorité à dire qu'ils perturberaient l'organisation des épreuves, soit en ne se présentant pas dans les centres d'examen, soit parfois, disait-il, en gênant l'accès aux centres d'examen, puis
On a dit qu'on ne corrigerait pas les copies, puis on a dit qu'on ne rendrait pas les copies qui auraient été corrigées. Bref, on a, ce faisant, installé du désordre et de l'angoisse dans un moment qui mérite mieux que cela. Face à ces revendications d'une infime minorité et face à des agissements, je veux le dire de façon très claire, Monsieur le Président Malhuret, qui ne sont pas à la hauteur de la mission exceptionnelle qui revient à tous les professeurs, à tous les enseignants de notre République. Face à ces agissements, le ministre, à juste titre, a adopté une position ferme et déterminé à faire en sorte que ce bras de fer, dont ceux qui subissent les conséquences ne sont ni le ministre, ni vous, Monsieur le Président Malhuret, ni moi-même, mais bien les élèves qui passent le bac, que ce bras de fer ne puisse pas être gagné par ceux qui veulent perturber l'organisation d'un moment aussi important. Il a bien fait, et je lui apporte évidemment tout mon soutien, car nous devons faire en sorte que cet examen et ceux qui le passent soient respectés. Je voudrais en profiter, Monsieur le Président, pour dire que le choix, qui ne me semble pas à la hauteur, et je le dis en conscience, d'une petite minorité, ne doit pas masquer l'exceptionnel travail d'une immense majorité, qui peut également partager les interrogations de cette petite minorité, qui peut, le cas échéant, être opposé à tel ou tel aspect de la politique menée par le ministre de l'Éducation nationale et par le gouvernement, mais qui considère qu'être enseignant, c'est effectivement transmettre un savoir et donner un exemple. Et de ce point de vue-là, Monsieur le Président Malhuret, je veux saluer tous ceux qui, en conscience, ont considéré que l'essentiel pour aider et pour faire leur métier et pour aider leurs élèves, c'était de transmettre un savoir et de donner un exemple. Je donne la parole à notre collègue Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Cette question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, depuis plusieurs années, on constate la montée de la pénurie de médicaments et le gouvernement a tardé à réagir au point que la situation est désormais alarmante. Des bébés ne peuvent être vaccinés à temps, des personnes touchées par le cancer ne peuvent recevoir leurs médicaments, des malades de Parkinson peuvent être gravement atteints par la rupture de leur traitement. La liste est longue. Face à ce constat, vous avez annoncé la volonté d'agir du gouvernement. Pourtant, vos déclarations ne semblent pas vouloir s'attaquer à l'impuissance publique face aux laboratoires pharmaceutiques. Or, ce point est majeur. Les laboratoires renchérissent les coûts en organisant les pénuries, prônent le recours aux flux tendus, réduisant les stocks pour maximiser les profits, délocalisent hors de France la production et la recherche. Prenons l'exemple de Sanofi qui, après avoir fermé de nombreux sites, prévoit la suppression dans notre pays de 1500 emplois en 2019, dont 300 dans le secteur de la recherche et développement, alors même que cette entreprise a touché chaque année 150 millions d'euros de crédit impôt recherche, sans même compter le CICE. Il laisse par ailleurs arriver d'Asie des lots de mauvaise qualité qui sont bloqués lors des contrôles et contribuent à la pénurie. Il est temps que tout cela change, que la filière pharmaceutique soit considérée comme stratégique et vitale, que l'État soit capable d'assurer l'approvisionnement de médicaments de qualité à des prix abordables. Que compte faire concrètement le gouvernement pour atteindre ces objectifs? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Agnès Buzyn, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous, le gouvernement n'a pas tardé pour agir. Il existe des plans de gestion des risques qui sont demandés par l'Agence du médicament à tous les industriels de la pharmacie pour éviter les ruptures. Mais vous avez raison, il s'agit d'un phénomène mondial qui s'accélère avec des pénuries qui sont 20 fois plus nombreuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et c'est face à ces pénuries que nous avons souhaité monter d'un cran notre dispositif pour agir contre ces pénuries qui inquiètent énormément nos concitoyens et les professionnels de santé.
J'ai présenté lundi la feuille de route pour mieux prévenir, gérer et informer les patients. Et cette feuille de route, elle s'articule en 4 axes. Un premier axe vise à faire toute la transparence sur ces pénuries, à mieux informer à la fois les patients et les professionnels afin de rétablir la confiance et la fluidité entre tous les acteurs. Le deuxième axe vise à mieux lutter contre les pénuries par des nouvelles actions de prévention et gestion des risques sur l'ensemble de la chaîne de production et de distribution du médicament. Le troisième axe consiste à renforcer la coordination nationale pour lutter contre les pénuries, mais aussi la coordination internationale, car je l'ai dit, il s'agit d'un phénomène mondial et l'Europe doit s'organiser également. Enfin, nous allons mettre en place une nouvelle gouvernance, de façon à ce que tous les acteurs soient autour de la table, une gouvernance nationale qui reposera sur un comité de pilotage que je mettrai en place au mois de septembre. Je souhaite aussi rassurer nos concitoyens. L'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, et notamment les pharmaciens, les médecins aujourd'hui, font tout leur possible pour assurer la distribution des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et je les remercie vraiment sincèrement pour leur implication. Le comité de pilotage permettra de rendre compte régulièrement de l'avancée de cette feuille de route. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Lienemann. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, j'ai l'impression que ces déclarations sont quand même très en deçà de l'enjeu et des risques. Nous vous demandons, Madame la ministre, de prendre en compte des propositions que nous avons déjà faites dans cette Assemblée. La première, qui est la création d'un pôle public du médicament, tant pour la production que pour la recherche, car on voit bien qu'on ne peut pas être entre la main des bonnes volontés des laboratoires pharmaceutiques, car il en va de la santé de nos concitoyens, de la souveraineté nationale. La deuxième, c'est d'un plan public de distribution en mobilisant d'une part la pharmacie centrale des armées et d'autre part l'Agence générale des équipements et produits de santé. Et enfin, de nous opposer immédiatement à toutes les délocalisations dans le secteur du médicament. La parole est maintenant à notre collègue Laurence Rossignol, pour le groupe socialiste et républicain. « 75 féminicides depuis le début de l'année. 75 meurtres, non pas passionnels comme on le lit encore, mais possessionnels, commis dans de nombreux cas par des hommes qui préfèrent leurs femmes mortes plutôt que libres. 75 femmes âgées de 20 à 90 ans, tués par la violence machiste. À la demande des associations et des familles de victimes, le gouvernement, par votre voix, Madame la Ministre, a annoncé un Grenelle des féminicides qui se tiendra de septembre à novembre. La mise en commun des expériences sera bien entendu utile. J'espère que d'ici là, les conclusions de l'Inspection générale de la justice seront connues, que la même enquête sera menée dans les services de police et de gendarmerie. Mais d'ores et déjà, plusieurs décisions pourraient être prises sans patienter 5 longs mois supplémentaires. Ni la lutte contre les violences faites aux femmes, ni la faiblesse des budgets pour les prévenir et protéger les victimes ne datent de mai 2017. J'en tiens pour preuve que vous avez, Madame la Ministre, la charge de mettre en œuvre le 5e plan triennal de mobilisation, ce qui veut dire que le premier date d'il y a 15 ans, et que le budget qui est consacré, qui avait pourtant augmenté de 50% entre 2012 et 2017, n'a jamais été à la hauteur des besoins. Vous ne manquerez sans doute pas de me répondre que la hausse des moyens s'est poursuivie ces 2 dernières années, mais vous admettrez sans doute aussi avec moi que les moyens ne sont toujours pas suffisants. Un exemple pour illustrer mon propos, le CIDFF de Saint-Nazaire me disait il y a quelques jours qu'en 2018, il n'avait pu traiter que 1300 des 2300 demandes de rendez-vous. Actuellement, le ministère des Finances établit les budgets pour tous les ministères l'année prochaine. Vous avez, grâce à la mobilisation des féministes, des associations, des familles, des militantes, des médias, un rapport de force exceptionnel, Madame la Ministre. Je n'ai qu'une question à vous poser. Est-ce qu'à l'instant, au moment où nous parlons, vous avez la certitude que votre budget sera doublé en 2020 pour enfin répondre aux besoins? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Madame la Ministre.
Merci monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Madame la sénatrice Laurence Rossignol, je vous remercie pour votre question. Effectivement, le gouvernement, à la demande des associations, a décidé d'organiser un Grenelle des violences conjugales qui va commencer le 3-9-19 en écho au numéro du 39-19 que nous devons davantage faire connaître et qui s'achèvera le 25 novembre pour la journée mondiale de lutte contre les violences envers les femmes. Ce Grenelle, c'est un processus que nous voulons le plus large possible et qui associera le plus largement possible. Ce matin, j'ai passé plus de 2 heures avec la totalité des associations qui accueillent au niveau national des femmes victimes de violences conjugales et la totalité des associations sera partie prenante et a accepté et a salué l'engagement du gouvernement dans la construction de ce Grenelle. La question des moyens que vous posez, elle est importante. En face de toute nouvelle politique publique, il y a évidemment de nouveaux moyens. J'ai d'ailleurs assuré ce matin les associations que nous mobiliserons des moyens encore supplémentaires pour le 39-19 pour pouvoir accueillir ce surcroît d'appels que nous espérons. Je rappelle que c'est plus de 120 000 € supplémentaires pour le 39-19, un budget en hausse pour les associations de plus 21% en moyenne. Certaines ont été doublées, multipliées par 3, voire par 4. Mais je crois que la question est une question qui dépasse celle des moyens. C'est celle de l'opérationnalité, de l'effectivité des politiques publiques que nous mettons en œuvre. Il faut véritablement que toutes les administrations, que les services de police, de justice, de gendarmerie sur les territoires puissent être engagés et c'est le sens de ce Grenelle. L'ensemble des ministres concernés seront présents pour travailler, pour co-construire avec les associations, les parties prenantes, les experts, les familles et les proches de victimes. Et ce Grenelle sera conclu par le Premier ministre Édouard Philippe pour prendre ensemble un agenda concret et des mesures concrètes qui pourront s'opérer partout sur le territoire, y compris en luttant contre la disparité dans les territoires, et je pense notamment aux zones rurales et aux territoires d'outre-mer, bien évidemment. Pour terminer, je voudrais dire que nous accueillons évidemment tout le monde, ce Grenelle, tout le monde sera bienvenu pour participer à ce Grenelle. Tout expert, tout élu, toute partie prenante peut nous contacter sur une adresse mail créée spécifiquement pour ça, grenelle@pm.gouv.fr. Mais sans attendre, nous avons ouvert pour cet été 240 places d'hébergement et nous avons demandé une évaluation des moyens au 39-19 pour mobiliser davantage de moyens dès cet été. Je vous remercie. Agnès Buzyn a tranché. L'homéopathie ne sera plus remboursée à compter de janvier 2021. La ministre de la Santé s'est rangée derrière la Haute Autorité de la Santé qui a conclu à l'absence d'efficacité de ces produits pharmaceutiques. Pourtant, ils sont plébiscités par les Français. Marie Brémond. Ces petits granules blancs ne seront plus remboursés. La ministre de la Santé suit ainsi les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Cette dernière jugeant incertaine l'efficacité scientifique de l'homéopathie. Le déremboursement va s'effectuer progressivement. L'objectif, un taux zéro au 1er janvier 2021. Agnès Buzyn se défend de toute décision politique. Je pense que la politique n'a rien à faire dans les remboursements des médicaments. Ils doivent prouver leur utilité. Il y a des instances scientifiques qui en jugent. Et je pense qu'on ne doit pas mêler la politique, justement, aux décisions scientifiques. Il n'y a pas eu... Oui, mais voilà, certains voient derrière cette décision des raisons financières. En 2018, le remboursement a coûté 126,8 millions d'euros à l'assurance maladie. À droite, on regrette le manque de vision globale du gouvernement. Parce qu'il n'a pas le courage de réformer en profondeur notre système de santé, s'attaque à des questions marginales. Qui peut croire un seul instant que le non-remboursement de l'homéopathie décidé l'année prochaine dans notre pays va sauver notre système de santé? Personne. Les laboratoires pharmaceutiques français accusent l'exécutif d'amateurisme et mettent en exergue les milliers d'emplois menacés. D'autres encore s'inquiètent car dans un pays très consommateur de médicaments, l'arrêt du remboursement de l'homéopathie pourrait inciter les patients à se rabattre encore plus sur des médicaments dits standards. Alors pourquoi dérembourser l'homéopathie? Les traitements par homéopathie sont-ils vraiment inefficaces? Quelles conséquences aussi sur l'emploi des laboratoires? On en parle tout de suite dans notre débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nathalie Coutinet. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste de la santé à l'Université Paris 13, co-auteur de cet ouvrage « L'économie du médicament » aux éditions à la Découverte. Sur ce plateau également, le docteur Christian Lehmann. Bienvenue à vous. Vous êtes médecin généraliste et vous faites partie des 124 signataires de cette tribune qui a mis le feu aux poudres en juillet dernier dans le Figaro. Vous qui demandez justement l'exclusion de l'homéopathie du champ médical. Joël Labbé est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts et vous êtes rattaché ici
aussi au groupe RDSE, sénateur du Morbihan. Et Olivier Henno est également avec nous. Bonsoir, sénateur centriste du Nord. Je rappelle que dans votre circonscription, eh bien, il y a 28 centres de production et de distribution du laboratoire Boiron. Première question pour vous, peut-être Joël Labbé, puisqu'on voit que la ministre finalement a suivi l'avis de l'autorité de santé. C'est un choix qui tient compte de la réalité scientifique, nous dit-elle. Jusqu'ici, eh bien, les soins par homéopathie ne sont pas jugés efficaces. Oui, quand on parle de science, là, on évoque la science dure. Et donc les résultats scientifiques, il y a aucun effet, sauf que n'est pas pris en compte l'effet placebo, qui en fait est réel, et l'homéopathie, ça fonctionne. Les personnes très respectables et nombreuses qui se soignent par homéopathie sont en général des personnes qui font attention à leur hygiène de vie, attention à leur alimentation, et les médecins homéopathes prennent le temps d'écouter et d'appréhender globalement la santé de la personne. Et ça, c'est fondamental. Donc, par rapport à la science, il y a la science dure, il y a une autre science, avec peut-être une part d'irrationnel, parce que en ces temps dits modernes, le côté irrationnel, on n'en tient plus compte, on ne doit plus en tenir compte. Pour moi, c'est tout l'inverse. Si on parle, par exemple, d'hypnose, de soins par hypnose, ça fonctionne, tout n'est pas expliqué, ça fonctionne quand même. Votre avis, docteur Lehmann, puisque dans la tribune, les mots sont forts, avec ce collectif d'autres professionnels, oui. On est sur une chaîne politique, c'est un débat politique, parce que le débat scientifique, il est tranché. Il n'y a pas des sciences dures et des sciences molles. Il y a la science, il y a des études. Il y a un laboratoire qui vend du sucre depuis des décennies, qui s'est retrouvé à essayer de faire du lobbying pour essayer de vendre quelque chose, alors qu'il suffisait d'aller devant la haute autorité de santé et de montrer des études qui prouvaient que ça marche. Ils ont été incapables de le faire parce que, comme en Angleterre, comme en Australie, comme au niveau des académies européennes, les autorités de santé reconnaissent qu'il n'y a rien, que le principe de dilution du produit au-delà du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de molécules dedans, c'est quelque chose qui date d'il y a 250 ans. À un moment où on ne savait pas que les microbes existaient, à un moment où on faisait des fumigations rectales, on croyait que souffler dans le cul des noyés avec une trompette, ça allait les réveiller. On nous dit, oui, mais vous ne pouvez pas comprendre, c'est une autre médecine. Non, il n'y a qu'une médecine. Alors pourquoi cette décision politique n'est pas intervenue avant, selon vous, justement? Alors, vous connaissez le conte d'Andersen où il y a un enfant qui se lève et qui dit « mais l'empereur est nu ». Il ne faut pas demander à l'enfant qui dit que l'empereur est nu pourquoi tout le monde avant a fait semblant que ça fonctionnait. Il y a un lobbying éhonté de ce laboratoire qui utilise 30% de son budget pour la promotion, pour la communication et 0,4% pour la recherche. Évidemment, quand vous avez ça, c'est difficile de vous trouver devant la haute autorité de santé et de donner une preuve. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une part d'irrationnel, qu'il n'y a pas une part de placebo-thérapie. Le médecin, c'est le premier placebo. Moi, ça fait 35 ans que je suis médecin. Il y a des gens qui rentrent dans mon cabinet qui se sentent bien simplement parce qu'ils sont face au docteur Lehmann. C'est pas parce que je suis un génie, parce qu'il y a une forme d'empathie, quelque chose qui... Ce n'est pas une raison pour vendre du sucre à 5 000 € le kilo dans un pays où les urgences sont exsangues. On balancerait 130 millions d'euros, 2 fois le plan urgence pour vendre du sucre. Non, franchement, je ne crois pas. Nathalie Coutinet, c'est un lobbying des laboratoires Boiron, pour ne pas les citer, qui a conduit justement la ministre Agnès Buzyn à ne plus rembourser l'homéopathie, selon vous? Je ne connais pas les pratiques en termes de lobbying du laboratoire Boiron. Tous les firmes pharmaceutiques font du lobbying auprès des décideurs politiques. Donc je ne pense pas que là, le laboratoire Boiron soit dans une situation particulière. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour juger de l'efficacité ou de la non-efficacité de l'homéopathie. Se réfugier derrière la science, je partage finalement un petit peu vos deux points de vue. On ne peut pas se réfugier que derrière la science, parce que on a déjà vu la Haute Autorité de Santé autoriser des médicaments qui se sont révélés désastreux. Donc la science ne sait pas toujours tout en termes de médicaments. Donc si c'est une question d'économie, là aussi, alors évidemment, 126 millions d'euros, c'est pas négligeable, mais c'est pas ça qui va entraîner une réduction drastique des dépenses de santé, si tant est qu'il faille diminuer les dépenses de santé, mais c'est un autre sujet. Et puis enfin, en termes d'emploi, c'est toujours ce chantage à l'emploi est systématique de la part des firmes pharmaceutiques et qui semble oublier que leur activité est complètement subventionnée par les systèmes de protection sociale. Sans système de protection sociale, aucune de ces grosses firmes pharmaceutiques n'existerait. La protection sociale solvabilise le marché et permet à ces industries de faire, pour la plupart, énormément de profits. Et c'est aussi pour ça qu'elles font évidemment du lobbying. Olivier Henno, je le rappelle, vous avez justement des centres Boiron dans votre circonscription.
Oui, la question de l'emploi, elle compte, mais et le lobbying, il doit exister, mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui vaut mon point de vue, si vous voulez. Moi, je suis ni médecin ni scientifique, je suis politique et père de famille, si j'ose dire, et dans l'utilisation quotidienne, y compris pour moi-même, il m'est arrivé d'être soigné à l'homéopathie et finalement de me dire que eh bien, c'était aussi une manière de soigner, pas d'ailleurs l'unique manière, hein, je veux dire, je n'exprime pas un dogme, mais une opinion. Et lorsque j'ai lu la tribune, parce que je me souviens bien d'y avoir lu la tribune, oui, mais enfin, bon, comme l'a dit madame, vous voyez, la science, hein, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des scientifiques qui aient vu d'un mauvais œil ce que disaient Copernic ou Galilée. Hein. La science, elle a des avis, elle en a d'autres. Moi, il m'a semblé que la décision... C'est la religion qui a coupé Copernic et Galilée. C'est la décision, oui, mais enfin... C'est pas les scientifiques. Là, il arrive que la science se trompe. Hein, il arrive que la science se trompe. Enfin, je crois. Oui. Hein, je pense que c'est déjà arrivé. Donc, ça n'est pas un dogme de ma part, pas une certitude. Je comprends qu'on ait une part de doute. Mais je trouve que la décision est rapide, qu'elle m'apparaît sur le plan économique quand même faire croire qu'on va régler une partie des problèmes de la santé par cette économie-là, ça me paraît un peu simple. Et moi, je pense que voilà, l'homéopathie telle qu'elle était, avec son remboursement partiel, permettait aussi de soigner des gens, alors peut-être avec des effets placebo, certes, et que si ces personnes-là ne sont pas soignées comme ça par les effets placebo, ils devront être soignés autrement. Et je ne suis pas sûr que cet autrement soit mieux que l'actuelle homéopathie. Voilà, c'est ça qui fait valoir mon opinion. Oui, Joël Labbé. Oui, tout d'abord, si on venait dire que je défends le lobbying, on me rirait au nez, donc je ne suis pas là pour défendre quelque lobbying que ce soit. Comme mon collègue, je ne suis pas scientifique non plus, ni médecin. Par contre, on a à prendre position et on nous demande notre avis. Moi, ce que je crois dans ce domaine, c'est la complémentarité entre les choses. En dehors de ceux qui sont extrêmement dogmatiques, la plupart des patients qui utilisent l'homéopathie pour soigner des maux bénins, mais qui les soignent ainsi. Et pour ce qui est de ce qui est plus grave et plus préoccupant, utilise la médecine allopathique. Moi, je crois beaucoup en la complémentarité des choses. Le risque en déremboursant, ça peut être que bien les gens disant c'est plus remboursé ne vont plus le pratiquer, auront besoin de médicaments psychologiquement, vont aller voir le médecin, ils auront les médicaments. Un des intérêts de l'homéopathie, puisque ça n'a pas d'effet, eh bien, ça peut être une chance parce que ça n'a pas non plus d'effets secondaires. Alors qu'un certain nombre de médicaments ont des effets secondaires avérés. Excusez-moi, monsieur Labbé, j'ai milité en mon temps pour le déremboursement de médicaments qui étaient inutiles et dangereux, comme les médicaments anti-Alzheimer. Vous avez dit une phrase qui est extraordinaire, vous avez dit l'intérêt de l'homéopathie, c'est qu'elle est inefficace. Vous savez, on peut apprendre aux gens, je crois que vous êtes écologiste, je pense qu'on peut apprendre aux gens naturellement qu'à chaque symptôme, qu'à chaque difficulté de la vie, qu'à chaque paix de travers, on n'est pas obligé de se mettre un granule dans la bouche, ni un comprimé. Apprendre aux gens un rapport à la médecine qui soit moins paternaliste, où on ne leur donne pas des choses qu'on fait croire être naturelles, mais l'oscillococcinum, c'est du foie de canard de Barbarie pourri. Il y a du mur de Berlin dilué en homéopathie, il y a de la lumière noire en homéopathie. On vend aux gens n'importe quoi. Un moment, ça s'arrête. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'herboristerie. Ça n'a rien à voir avec des pratiques naturelles, avec une utilisation naturelle de ce que la nature nous donne. C'est une arnaque au niveau international. En France, il y a des usines, donc on en vend plein. C'est en train d'être retiré partout. Alors évidemment, comme disait Fernand Reynaud, ça a eu payé. Et il est normal que les laboratoires Boiron voient d'un mauvais œil le fait que la science mette le holà à tout ça.
Mais on n'est plus en 1783. Vous êtes juste un peu méprisant par rapport aux médecins, aux homéopathes et aux patients également. Je trouve que dans votre ton, vous êtes méprisant. Pas du tout, mais les patients peuvent continuer à prendre... D'ailleurs, vous savez, quand ça a été déremboursé de, si je ne dis pas de bêtises, de 70% à 35%, plus de 35% à 30%, les gens qui y croient, et je parle bien d'une croyance, ont continué à en acheter. Et le chiffre d'affaires du laboratoire Boiron n'a pas diminué. On est d'accord. Voilà. J'ai les données 2003, effectivement, l'homéopathie a été remboursée, passée de 65 à 30%. Et le chiffre d'affaires de Boiron est passé de 285 millions d'euros à 617 millions d'euros. Donc ça n'a pas effectivement eu d'impact. Sur on va donner 15 mois au secteur pour s'adapter. C'est justement le choix de ce... D'abord, je reviens... Voilà. Je ne crois pas non plus que l'homéopathie, ce soit de la sorcellerie. Il faut un peu de mesure. Même pas. Et puis, je vois bien que vous êtes très engagé sur cette question. Oui. Et c'est votre droit le plus strict. Oui, mais laissez-moi parler, monsieur. Mais oui, je vous laisse parler. Visiblement, non. Visiblement, non. Donc, ça n'est pas de la sorcellerie. Moi, je pense aussi qu'il faut du respect. Il y a une histoire, il y a des traditions. Pourquoi aller aussi brutalement, aussi rapidement? Moi, maintenant, je ne vais pas non plus aborder cette question de manière dramatique, en noircissant le sujet. Mais sincèrement, ça ne m'apparaissait pas comme la priorité. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'autres choses qui m'apparaissent beaucoup plus prioritaires. Et je vais même vous dire, je suis tenté de ne pas comprendre ce qui se passe parce que pendant qu'on s'occupe de ça, on ne parle pas des choses plus importantes. Et donc, moi, vous savez, souvent, le président Pompidou, on lui a rendu hommage, il disait « Alors, arrêtons d'emmerder les Français ». Bon, c'était une expression comme une autre. Mais sincèrement, faire polémique sur une question comme celle de l'homéopathie, ça m'apparaît accessoire et aucunement essentiel. C'est pour moi dérisoire et sincèrement, si on continue de rembourser l'homéopathie, je ne vois pas de problème. Il y a des gens qui sont soignés pour ça, il y a des médecins qui y croient. Je pense d'ailleurs que l'homéopathie peut s'adapter, je ne vais pas non plus dramatiser, mais ne noircissons pas non plus à l'excès, voilà. Non, moi je pense que plus généralement, ça renvoie aussi à la politique de remboursement qui est menée par les gouvernements. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des médicaments qui sont déremboursés ou dont les taux de remboursement baissent. On ne sait pas très bien pourquoi. C'est généralement, si ce n'est tout le temps, la raison de la baisse d'efficacité qui est avancée. Alors évidemment, je rejoindrai ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi ils étaient remboursés avant s'ils étaient inefficaces. Donc je pense qu'il faut vraiment s'interroger peut-être globalement sur quels médicaments on rembourse, pourquoi, combien on les rembourse, quelle est la politique de santé qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas rembourser l'homéopathie et mieux rembourser un autre traitement. Je voudrais juste rajouter également que dans la question de l'homéopathie, je pense qu'on n'est pas dans un médicament traditionnel. On est dans un médicament qui s'adresse à des gens qui recherchent peut-être une médecine un petit peu différente. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que, comme c'est le cas généralement, le chiffre d'affaires de Boiron va chuter, parce qu'en général, c'est ça. Si les médicaments sont déremboursés, le chiffre d'affaires chute, le prix augmente, puisque les prix sont plus contrôlés et que les firmes essayent de compenser la baisse de vente par la hausse des prix. Là, je pense que, et les chiffres que j'avais notés le prouvent, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, puisque la baisse du taux de remboursement précédente n'a pas entraîné de baisse de chiffre d'affaires. Ça veut donc dire qu'on est face à des consommateurs patients, des patients consommateurs, qui sont sans doute, qui ont des pratiques de soins différentes, et du coup, je ne pense pas que Boiron soit en difficulté face à ce déremboursement. On parlait de la filière de phytothérapie, puisque vous l'évoquiez justement, Dr Lehmann. Ça peut quand même avoir un impact. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de travaux ici au Sénat, Joël Labbé, puisque ça peut aussi véhiculer l'idée que finalement les plantes ne sont plus efficaces. Ça peut aussi impacter cette filière de plantes médicinales, Joël Labbé. Je crois qu'il ne faut pas, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre les choses. L'homéopathie et la phytothérapie, c'est pas le même monde, ce ne sont pas les mêmes façons de... je crois véritablement, on avance tranquillement, mais qu'on avancera dans ce domaine sur la reconnaissance du végétal dans le soin. Mais chaque chose en son temps, et je ne voudrais pas que dans ce débat, il y ait un mélange de genres. Maintenant, je voudrais réinsister sur la notion d'effet placebo quand même. Dans la mesure où ça marche, parce que ça marche, qu'on le veuille ou non,
Non, il y a une différence entre les gens sont satisfaits et ça marche. Le débat scientifique, il est clos, monsieur l'abbé. Non, mais l'organisme, en prenant ce type de produit, qui est, selon vous, sans effet, et ce qui est fort possible, et la science le démontre, oui, mais qui a cet effet placebo. En fait, l'organisme n'est pas aidé pour se défendre, et il se défend tout seul, pendant que psychologiquement, le patient est dans de bonnes dispositions. Monsieur l'abbé, le patient cède tout seul quand je lui prends la main, quand je lui parle doucement, avec empathie. Vous avez le don de couper la parole. Oui. Allez-y, Joël Labbé, je vous laisserai répondre. Oui. Dans l'absolu, si on se disait que les patients qui utilisent l'homéopathie et c'est plus remboursé, ils vont aller vers d'autres médicaments plus conventionnels, on risquerait d'aller vers la surmédication. On est déjà trop dans ce domaine. Je crois que vous parliez tout à l'heure de la culture, d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas forcément besoin de médicaments. Ça, c'est vrai. Oui, il faudrait qu'on avance là-dedans. Par contre, du lobbying, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y a un lourd lobbying de l'industrie pharmaceutique sur la pharmacie conventionnelle. J'en profite parce que normalement, tout médecin qui est dans un média doit dire s'il a des liens avec l'industrie pharmaceutique. Ce que la plupart ne font pas. Je n'ai aucun lien avec aucune firme pharmaceutique. Il n'y a pas d'usine dans ma circonscription. Voilà. Est-ce qu'il faut aller plus loin et notamment interdire tout diplôme? C'est ce que vous demandiez dans la tribune. Moi, la formation aussi. C'est pas ce que j'ai demandé, mais les universitaires. Vous êtes signataire de cette tribune. Oui, les universitaires, le patron de l'université René Descartes, comme ça s'est passé en Espagne. En Espagne, il y a 7-8 ans, ils ont ouvert des diplômes d'homéopathie et ils les ont fermés les uns après l'autre. Castille, le dernier, en disant on est en train d'envoyer de jeunes étudiants dans le mur. Je répète quelque chose, parce que oui, ça a l'air dérisoire. Oui, c'est dérisoire. Cette histoire de granules est dérisoire. On ne devrait pas en être là. Je rappelle que c'est 130 millions. C'est 2 fois le plan de ce qu'on a réussi à sortir pour les urgences. Il y a des gens... Les urgences sont au bord de craquer. Vous le savez bien, il y a 200 services qui sont en grève. Cet été, les médecins de ville... Donc épuisés vont partir en vacances. Il y a des services qui vont fermer. Donc, il y a des gens qui vont être sur des brancards, qui vont souffrir parce qu'on rembourse du sucre à 7 000 € le kilo. Il faut arrêter. C'est une blague, enfin. Cet argent, il n'ira pas à l'hôpital. Mais vous plaisantez, là. Et vous pensez que si on ne dépense pas dans l'homéopathie, on va dépenser zéro? Vous n'avez pas confiance dans votre gouvernement? La dramatisation n'est jamais sérieuse. La dramatisation, le gouvernement va enlever cet argent pour la rembourser. Et puis même les questions scientifiques. Pendant des années, on a remboursé le Mediator. Et puis après, les mêmes scientifiques nous ont dit qu'il fallait plus. Moi, je suis assez d'accord avec madame. Voilà, mais faire croire, alors là, pour le coup, franchement, mais faire croire qu'on va faire ça d'économie, parce que les mêmes qui utilisent l'homéopathie, on veut utiliser zéro, ils utiliseront s'ils sont vraiment malades et qu'ils doivent vraiment soigner d'autres médicaments qui seront remboursés. Et faire croire que c'est ça qui va résoudre, même ne serait-ce qu'en partie, le problème des urgences, très honnêtement, franchement, monsieur, ça n'est pas juste. Okay. On n'est pas à 130 millions près. Mais non, mais pourquoi vous mettez tant de passion dans cette histoire? Parce que je suis médecin. Mais on peut être médecin et raisonnable. Et médecin et pas dogmatique. Non, vous êtes dogmatique, là. Pardonnez-moi, vous êtes dogmatique. La science a parlé et on est dans un débat politique. Oui, mais c'est souvent lié, puisqu'on voit que les décisions politiques découlent justement de... Je ne pense pas que Mme Buzyn ait développé un argument en termes de nécessité d'économie des dépenses de santé sur cette question. Donc, je pense que... Mais malheureusement... si économie il y aura forcément un report de toute façon vers d'autres médicaments. Donc les économies ne seront pas de 126 ou 127 millions, mais si économie il y a, elles ne seront pas réaffectées pour l'hôpital qui en a grandement besoin. Et là, je partage complètement votre point de vue. Malheureusement, ça sera juste de non-dépenses. On ne vous mettra pas d'accord ce soir sur ce plateau. Merci à tous les 4. Et on s'intéresse à présent aux difficultés de recrutement des armées. Un rapport sénatorial propose d'améliorer la condition des militaires pour rendre la profession plus attractive, mais aussi fidéliser les recrues. Adrien Develay. Je suis un soldat. On compte sur moi. Malgré les campagnes de communication, l'armée peine à fidéliser ses soldats. Le nombre de militaires reste constant, mais les nouvelles recrues, elles, ne restent pas. Un rapport du Sénat met en lumière plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la concurrence du secteur civil et du privé qui propose des rythmes et des salaires plus avantageux. Les retraites et les salaires des militaires seraient trop bas et l'engagement serait synonyme d'importants sacrifices en termes de vie privée.
Enfin, le métier imposerait une forte mobilité aux militaires, déployés partout sur le territoire et à l'étranger. Des raisons qui décourageraient les soldats de se réengager. En 2017, une étude montrait déjà que 6 militaires sur 10 envisageaient de changer de métier. Depuis les attentats de 2015, le ministère des Armées crée environ 26 000 postes par an, civils ou militaires. Des militaires qui seront à l'honneur dans quelques jours, lors du défilé du 14 juillet. Et Dominique Delège, sénateur LR d'Ille-et-Vilaine, rapporteur spécial et notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Dominique Delège, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous dites qu'il faut améliorer la gestion des ressources humaines dans l'armée. Pourquoi ? Mais pendant très longtemps, disons depuis une vingtaine d'années, on a déflaté les effectifs. On est passé en gros de 330 000 à 270 000 militaires, c'est-à-dire moins 25%. Et tout d'un coup, depuis 2015, on dit aux armées, mais maintenant c'est fini, il faut recruter. C'est pas si simple que ça, parce que le ministère s'est organisé depuis 20 ans pour diminuer les effectifs, pas forcément pour les augmenter. Deuxièmement, les menaces qui nous concernent ont évolué, et par conséquent, nous avons besoin, et ça a été le sens de la réforme de 1996 avec la professionnalisation, de militaires de plus en plus formés, de plus en plus pointus dans leur technique. Et c'est là où nous rentrons en concurrence avec le marché privé, notamment lorsqu'on recherche des atomiciens ou du personnel pour la maintenance aéronautique. Les sociétés privées offrant des salaires plus intéressants que ceux de l'armée, avec moins de contraintes, notamment le week-end, une conciliation... C'est un des points de votre rapport hein, sur ce niveau de rémunération. Dans l'armée, il est beaucoup plus faible que dans les autres secteurs de la fonction publique. Comment l'expliquez-vous ? Alors, ça, c'est un autre sujet qu'il faut regarder de plus près, c'est-à-dire que pendant longtemps, le modèle dominant dans l'armée, c'était le militaire travaille et le conjoint suit. Aujourd'hui, l'évolution de la société fait que les conjoints souhaitent travailler. Et par conséquent, la mobilité qui est demandée aux militaires pose des difficultés énormes pour le conjoint qui a le choix entre suivre, mais au risque de perdre son emploi, de ne pas en retrouver un, ou alors l'autre solution, c'est ce qu'on appelle le célibat géographique, avec ce que cela signifie comme sacrifice sur le plan familial, mais aussi la question de la double résidence. Et c'est vrai que cette situation est nouvelle et que de plus en plus de militaires vivent mal cette contrainte qui est inhérente au service. Avec un niveau de recrues, de qualité des recrues qui baisse aussi. Ce que je voulais dire sur le niveau des ménages, c'est que bien souvent, du coup, il n'y a qu'un seul salaire. Et on a pu constater que la situation du niveau de vie dans les couples où il y a un militaire est inférieure à la situation et au niveau de vie des fonctionnaires où il y a par définition deux salaires. Alors quelles sont vos préconisations justement pour rendre ces métiers plus attractifs ? Alors je pense qu'il y a plusieurs questions qu'il faut que l'on aborde de face. La première, c'est le niveau général de la rémunération. On a pu constater bien évidemment que dans d'autres pays, la rémunération était plus favorable. Deuxièmement, peut-être, et ça a été enclenché par le ministère, je souhaite lui rendre hommage, repenser la rémunération dans un certain nombre de spécialités pour essayer de se mettre à niveau avec le privé. Mais surtout, il y a une question essentielle que nous posent les militaires et ils sont très inquiets, c'est la question de la retraite, qui est un terme inapproprié s'agissant de la retraite à l'effet immédiat, parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit de deux choses. Premièrement, une armée doit être une armée jeune. Et par conséquent, à un moment donné... les carrières sont courtes, on le sait. Les carrières sont courtes. Mais ces carrières sont courtes, ce sont les meilleures années de leur vie, de la jeunesse que ces militaires ont donné, avec une disponibilité de tout instant. C'est-à-dire qu'un militaire, si on lui dit d'aller à tel endroit, il doit y aller, et il n'y a pas de rémunération d'heures supplémentaires. Et donc, ce qu'on appelle, à tort, me semble-t-il, la retraite à effet immédiat, doit plutôt être analysé comme une compensation liée à une surcharge de travail et de disponibilité dans ces premières années. Et c'est vrai que la réforme des retraites, telle qu'elle est évoquée, on n'en connaît pas encore le détail, mais telle qu'elle est évoquée, inquiète beaucoup les militaires. Ouais.
On parle de cette difficulté de recrutement. Il y a aussi des questions dans ce qui concerne les ressources humaines, de qualité, de niveau des recrues. Ça m'a frappé en lisant le rapport. Il y a des problèmes parfois médicaux, problèmes physiques ou aussi des antécédents judiciaires. Je pense que c'est un problème général qui n'est pas propre à l'armée. Moi, j'ai pu le constater dans mon secteur, où au fond, la difficulté pour les entreprises de trouver les personnels adéquats, eh bien, nous la retrouvons dans les armées. Alors effectivement, avec des niveaux en matière de connaissances de base qui ne sont pas toujours adaptés, ce qui veut dire une formation complémentaire importante, des antécédents judiciaires, mais là encore je dirais que c'est l'évolution générale de la société. Et puis on a noté aussi quelques problèmes dans le domaine de l'aptitude physique ou psychique, ce qui fait que les militaires nous disent la base de recrutement est toujours aussi importante, mais nous ne pouvons plus opérer la même sélectivité que celle que nous opérions dans le passé, ce qui veut dire une remise à niveau plus importante, mais aussi, quelquefois, des risques de la part de ces jeunes recrues de ne pas terminer le cursus initial de formation et de quitter. D'où ce problème de fidélisation. D'où ce problème de fidélisation. Parfois au bout de quelques mois, ce qu'on a réussi à recruter. Alors, cela, je dirais, c'est gênant, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Ce qui est plus gênant, ce sont les militaires que nous avons bien formés, qui ont signé pour 8 ans, et au bout de 8 ans, on espère qu'ils re-signent encore pour quelques années et qui nous disent non, je souhaite aller voir dans le privé parce que je serai mieux rémunéré, parce que je pourrai vivre avec mon conjoint, parce que je n'aurai pas ce problème de mobilité géographique et surtout, j'aurai tous mes week-ends. Est-ce que ça menace la capacité opérationnelle des armées, toutes ces difficultés de ressources humaines que vous décrivez dans votre rapport? Bien évidemment, ça menace à un moment donné nos capacités opérationnelles. Il faut savoir par exemple que dans la marine, 75% des personnels ont une spécialité qui recouvre moins d'1% du personnel général. Ça veut dire que nous avons des spécialités pour lesquelles nous comptons sur les doigts d'une main les spécialistes. Et quand ce spécialiste fait défaut, c'est un bâtiment qu'on ne peut pas armer. D'où l'importance, encore une fois, du recrutement et de la fidélisation. Et j'ai pu constater, par exemple, dans les équipages de sous-marins, si la priorité est donnée aux sous-marins lanceurs d'engins, eh bien, ça veut dire qu'il y a une moindre priorité pour les sous-marins nucléaires d'attaque, ce qui repose la question de l'opérationnalité. Alors aujourd'hui, ça se passe pas trop mal parce que des nouvelles équipes vont arriver avec les Barracuda, mais il y a là une petite alerte qui pourrait se généraliser dans d'autres secteurs. Une alerte, on le disait, on est à la veille du 14 juillet. C'est le sens aussi de ce rapport, un cri d'alerte justement sur cette question des ressources humaines. Bien évidemment, j'ai l'habitude de faire un rapport budgétaire et l'année dernière, c'était sur la disponibilité, j'aurais dû dire l'indisponibilité des hélicoptères. On avait constaté que simplement 1 sur 3 était en situation de voler. Il y a 2 ans, c'était sur le patrimoine. Est-ce que vous aviez été entendu? Est-ce que ça a évolué? Écoutez, justement sur sur le cette question patrimoine, j'ai envie de dire que nous avons été entendus, le plan famille se met en place. Je crois que le rapport du Sénat a été utile. Sur les hélicoptères, je vois que le ministère a pris des initiatives en matière de maintien en conditions opérationnelles et donc d'entretien. Donc il devrait bouger sur cette question de la gestion des ressources humaines. Écoutez, je ne désespère pas que ce rapport apporte un éclairage au ministre et surtout convainc tout le commandement d'avancer sur ce point. Eh bien, merci beaucoup Dominique Delège d'être venu en parler sur ce plateau. Après les dîners au homard arrosés de grands crus, de nouvelles révélations, de Mediapart pointe du doigt les dépenses réalisées par François de Rugy pour rénover l'appartement qu'il occupe dans le cadre de ses fonctions de ministre de la Transition écologique. Et ces révélations viennent chaque jour un peu plus l'affaiblir à ce poste. Je vous le disais, il est d'ailleurs en ce moment même à Matignon, convoqué par Édouard Philippe. Les explications de Jordan Klein. 63 000 € aux frais du contribuable. C'est la somme qu'a dépensé François de Rugy pour rénover son appartement privé du ministère de l'écologie. Dans le détail, le ministre a fait installer un dressing géant d'une valeur de 17 000 €. Il a aussi refait la peinture pour un montant de 35 000 €. Le cabinet du numéro 2 du gouvernement explique que le coût des travaux se justifie par le caractère particulier du bâtiment et la nécessité de faire appel à des artisans qualifiés. Je suis évidemment très attentif
à ce que toutes les explications soient données et que si, avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, mais ça peut être d'autres formules, il y avait des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer. Des révélations qui arrivent un jour seulement après celles sur les dîners opulents organisés par François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Des photos avec des plats onéreux ont fait le tour des réseaux sociaux. Le homard est même devenu un hashtag sur Twitter. Au Sénat, le président du groupe socialiste dénonce des imprudences commises par le ministre. Il a fait une faute. Il a fait une faute, une maladresse. Enfin, à lui d'en juger. Ce qui est certain, c'est que M. de Rugy a peut-être été imprudent. C'est qu'on est dans un moment de trouble profond de notre modèle de civilisation, avec une crise économique. En réponse à cela, le pouvoir montre quoi? Des photos avec des homards et des grands crus. Et je trouve que c'est terrible pour la démocratie. Ce mercredi, Mediapart a aussi révélé que la directrice de cabinet de François de Rugy a conservé un logement social inoccupé à Paris pendant 12 ans. Ce matin, elle a annoncé qu'elle quittait ses fonctions. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur LR, ancien ministre Gérard Longuet. Et oui, Gérard Longuet, François de Rugy est actuellement dans le bureau d'Édouard Philippe à Matignon. Est-ce que François de Rugy peut encore tenir politiquement à son poste ? Je crois qu'il est dans une tourmente médiatique extrêmement forte et l'expérience prouve que c'est jamais confortable et que cela rend l'exercice de l'autorité beaucoup plus difficile. Maintenant, à titre personnel, j'ai beaucoup de prudence. D'abord parce que quand une attaque est faite, il faut savoir de quoi il s'agit en vérité. Le président de l'Assemblée nationale est quelqu'un qui exerce des responsabilités importantes et qui a le rôle prestigieux de représenter le Parlement français dans toute une série de circonstances. Alors c'est vrai que le train de vie de l'hôtel de Lassay n'est pas celui de la sous-préfecture de Commercy, je suis d'accord. Bien sûr, mais des dîners avec du homard, du champagne, du château Yquem, avec des amis, est-ce que c'est acceptable ? Il faut rentrer dans le détail. Les tables officielles ne sont pas faites pour les amis. Mais il se trouve parfois qu'il y a des amis qui ont des responsabilités officielles. Voilà, il faut faire le tri. Je crois que c'est une question d'éducation, j'ai envie de dire. Et la République n'est pas là pour nous permettre de vivre nos fantasmes, mais il ne faut pas non plus interdire à des autorités qui représentent notre pays et des institutions majeures, il ne faut pas leur interdire d'exercer cette fonction de représentation. Alors, autre point de cette affaire, Mediapart révèle que François de Rugy a rénové ses appartements privés du ministère de la Transition écologique pour 63 000 € de travaux aux frais du contribuable. Par définition, quand l'État entretient ces bâtiments, je vous rappelle que le ministère n'appartient pas à M. de Rugy, et il y a eu un ministre avant qui a vécu dans des pièces, et il y aura un ministre après, et l'entretien du bâtiment relève de toute façon du budget de l'État, et tout ce que nous payons, y compris Public Sénat, c'est le contribuable qui le paye. Donc il n'y a pas de problème de décence, d'exemplarité sur cette affaire ? Je trouve que, si vous voulez, les budgets privés, c'est pour ça que je suis libéral d'ailleurs, sont en général plus modestes que les budgets publics, car quand c'est vous qui sortez l'argent, vous faites attention et vous comptez au centime près. Quand c'est un système public, c'est toujours plus cher. Alors, autre affaire qui secoue le Parlement cette fois, 15 parlementaires ont été signalés par la justice, à la justice par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour détournement de fonds publics en lien avec l'usage de leurs frais de mandat. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'affaire ? Moi, je voudrais que M. Ferrand et M. Larcher s'expriment sur le sujet, parce que nous avons des frais de mandat. Et il nous a toujours été dit que ces frais de mandat étaient sous la libre responsabilité des parlementaires. Si j'invite un journaliste à déjeuner, suis-je dans mon rôle ? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Et de la même façon, si je retiens à un dîner un investisseur étranger qui va peut-être créer des emplois chez moi, je suis dans mon rôle. Demain, si le parquet financier décide que je me goberge aux frais du contribuable, pour reprendre votre formule, je considère que le parquet financier ne serait pas dans son rôle parce qu'il y a une séparation des pouvoirs et nous n'avons pas à être jugés dans l'action qui est la nôtre par d'autres Français que par nos électeurs. Très bien, ce sera aux électeurs de juger. Merci. Je le pense profondément. Merci Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction qui, je suis sûre, va alimenter le débat tout de suite.
J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Suzanne Vergnol. Bienvenue à vous. Vous êtes administratrice de l'association Regard Citoyen. C'est vous qui publiez le site nossénateurs.fr. C'est l'observatoire citoyen de l'activité sénatoriale. Sur ce plateau également, Maître Seban, bienvenue à vous. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et puis deux parlementaires, Vincent Delahaye, vous êtes sénateur centriste de l'Essonne, et Arnaud de Belenet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche de Seine-et-Marne. Le 15 septembre 2017 était votée la loi pour la confiance dans la vie politique. Vincent Delahaye, est-ce que tout est à refaire aujourd'hui selon vous ? Pas du tout, pas du tout. Il y a eu de très grosses améliorations qui ont été apportées à la fois par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et par la loi de moralisation de la vie publique. Il y a eu des scandales qui ont provoqué cette réaction à la fois du gouvernement de l'époque et des élus. Et il y a des gros efforts qui ont été faits par les parlementaires notamment, qui sont toujours mis un petit peu en avant. Hein. C'est vrai qu'en France, on aime bien mettre en avant tout ce qui dysfonctionne, et on a l'impression que c'est pas que des cas particuliers, alors qu'à l'étranger, plutôt, on ne met pas trop en cause le système, on dit que le système est bon, mais il y a effectivement des brebis galeuses, ça arrive qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Et c'est vrai que sur le plan... de François de Rugy, ça vient quand même justement... On entendait juste à l'instant les frais de mandat. Les frais de mandat, c'est vrai qu'il y avait une liberté totale, une trop grande liberté auparavant, c'est vrai. Et il y a un certain nombre de parlementaires qui en ont profité pour acheter par exemple leur permanence, et acheter des biens. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut le dire. Il faut que tout le monde l'entende. C'est plus possible de le faire. Et on est super contrôlé sur ces frais de mandat, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc on a un contrôle. Alors on y viendra sur ce point, voilà. Puisqu'on a rappelé. Non, mais il faut savoir qu'il y a eu des améliorations considérables. Alors après, on viendra sur le cas de M. de Rugy. On va y venir justement. Arnaud de Belenet, ce cas particulier, celui du ministre de la Transition écologique, je le rappelle, il est convoqué en ce moment même à Matignon par Édouard Philippe. Sa position paraît difficilement tenable selon vous ? Ce que je constate d'une manière générale, et je rejoins ce que dit mon collègue du Sénat, ce que disait Gérard Longuet à l'instant, ce que je constate d'une manière générale, c'est qu'il y a une zone grise. La morale est de plus en plus exigeante, la transparence progresse, et c'est sans doute pour ça qu'on évoque de plus en plus un certain nombre de sujets, mais il demeure une zone grise. On voit bien que les choses ne sont pas étanches entre la vie privée et la vie publique. C'est vrai à l'échelon local, c'est vrai à l'échelon national. Ça veut dire quoi, ces dîners, ça relève de la vie privée? C'était pourtant à l'Assemblée nationale, avec des vins émanant de la cave de l'Assemblée nationale, organisés par le personnel de l'Assemblée nationale. Et est-ce que les invités sont liés à l'exercice du mandat ou pas? C'est très subjectif. Et on voit bien qu'on a besoin de rendre les choses complètement étanches. Et sur nos indemnités de frais de mandat, on est dans une zone grise là aussi. Les choses ont progressé. Si on va au bout de ce que commençait à évoquer Gérard Longuet, l'indemnité de frais de mandat, c'était une rémunération des parlementaires. C'était souvent ça. Pas toujours, mais c'était une somme perçue et librement utilisée par les parlementaires. À l'origine, c'était ça, de toute façon. À l'origine, c'était ça. Et donc, ça pose une question très simple, c'est est-ce qu'on paye nos parlementaires mieux? Combien? Je me souviens que quand Julien Drey avait évoqué, je crois qu'il citait le chiffre de 9 000 € par mois, une rémunération plus forte des parlementaires, et en contrepartie, il n'y avait plus d'indemnités ou alors des remboursements de frais dûment justifiés avec le nom des invités, etc., comme on le fait en entreprise et comme on le fait dans nos communes, ça avait suscité une grande polémique. Dans un contexte, on voit de défiance accrue, justement, des citoyens vis-à-vis des élus. Il y a encore cet exemple de François de Rugy, et vous êtes en train de nous dire qu'on ne paye pas suffisamment les parlementaires. C'est comme non, c'est pas ce que je dis. Merci de me faire préciser, parce que si j'étais ambigu, merci de me faire préciser les choses. Non, mais on voit bien que les choses ne sont pas étanches. Et quand on avait une rémunération des parlementaires qui était de l'ordre de 10 000 € par mois, et qu'on transforme ça en indemnité de mandat, on voit bien qu'on ne règle pas le problème. Et on a maintenu une indemnité de frais de mandat dont l'utilisation est grise. Et c'est ça mon message. C'est cadré, c'est contrôlé. Mais est-ce que j'ai le droit d'inviter qui je veux à déjeuner ? Est-ce qu'inviter un journaliste, c'est pas effectivement ne pas exercer son mandat et aller passer un bon moment? C'est très subjectif. Et si on ne clarifie pas les choses et si on ne rend pas tout étanche, on aura de plus en plus des problèmes parce que très légitimement, nos concitoyens sont en appétence non plus seulement de l'égalité, parce que dans le sujet Rugy, c'est pas un problème de l'égalité, c'est un sujet de question de moralité. Et la moralité progresse. Et donc on fonctionne avec des règles qui sont déjà anciennes, qui datent, mais la pratique évolue doucement. Et l'exigence est toujours de plus en plus forte. Suzanne Vergnol, on a entendu aussi David Cormand, ce sont des images terribles pour la démocratie, dit-il. Alors, effectivement, on a cette question de ce qu'attendent les citoyens en termes de probité, en termes de moralité de la part de leurs élus, de la part de leurs représentants publics.
Je rejoins le sénateur qui est présent. On attaque beaucoup les parlementaires. On aimerait peut-être avoir aussi un petit peu de transparence sur l'état des dîners qui sont organisés, non seulement au sein de l'Élysée, mais aussi de Matignon et des ministres. On a vu il y a quelques années des réactions très vives des citoyens à l'égard des dîners qui étaient organisés par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre. Donc on a ce besoin d'avoir plus d'informations, notamment sur ce qui est organisé par les représentants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, publics. il y a trop d'opacité, c'est ce que vous dites, malgré les comités de déontologie parlementaire qui existent dans chaque assemblée? Alors déjà, le Parlement est très transparent sur beaucoup d'informations. On a énormément d'informations qui sont disponibles, à l'inverse de, par exemple, ce qui se passe dans le gouvernement, où là, pour le coup, les travaux du gouvernement sont très opaques. Alors, on a beaucoup de transparence sur les travaux parlementaires. Effectivement, sur la question de l'utilisation de l'argent public au sein des hémicycles, enfin, au sein des assemblées plutôt, c'est plus restreint. Alors, on a gagné du terrain en termes de transparence parce que le règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale est rendu public régulièrement. Donc, il y a des avancées, mais on constate qu'il y a encore des progrès à faire. Maître Seban, quel regard portez-vous justement sur ces différentes affaires? Écoutez, je ne suis pas sûr que la loi puisse toujours tout régler et que finalement ça ne soit pas une histoire de culture de la sobriété et de la déontologie qui soit en jeu dans ces affaires-là. Le bon sens aurait voulu que le président de l'Assemblée nationale n'invite pas ou n'offre pas des vins de ce prix-là ou des mets de ce coût-là, quels que soient les invités, ou alors il aurait fallu qu'il s'agisse du président d'une autre assemblée ou du... donc on est, à mon sens, plus sur une culture de la déontologie. Vous voyez, ce matin, je faisais une formation sur la déontologie dans un grand établissement public et sur les règles qui s'appliquent en matière de marché public. Je pense qu'il y a cette culture-là, elle doit innerver notre vie politique et totalement notre vie politique. Je crois qu'on a encore cette idée qu'à certaines fonctions, on est un peu hors sol. C'est-à-dire qu'on peut finalement ne pas s'exonérer de certaines règles. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense que c'est plus là le problème que d'édicter de nouvelles règles. Alors les Anglais, qui avaient eu beaucoup de problèmes sur les frais, ont mis en place une autorité qui vérifie les frais des parlementaires britanniques. Bon, est-ce que c'est le sujet? On voit bien que la haute autorité de transparence de la vie publique joue un rôle important et même signale des faits qui lui semblent anormaux. Donc elle crée cette tendance-là. Est-ce que finalement, un peu comme je veux dire dans une entreprise, le commissaire aux comptes vient vérifier qu'il n'y a pas de choses qui soient anormales. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir cette vérification? C'est peut-être ça la tendance, mais encore une fois, il me semble qu'on est plus sur des problèmes de mesure, de déontologie, que sur des problèmes de modification des règles, parce que ça ne me choque pas que le président de l'Assemblée nationale offre des bons vins à des personnes qui sont de son niveau ou qu'il reçoit dans le cadre de son mandat. Mais pas des amis. Mais pas des amis. On devait le ainsi bien semblé. Moi, je fais le constat quand même que l'exigence morale progresse beaucoup plus vite que l'exigence légale. Et c'est cette zone grise qui fait l'objet de polémiques régulières. C'est pas nouveau. Le travail se fait, la mise en adéquation se fait de mieux en mieux au fil du temps. Et je pense que nos élus, d'une manière générale, n'ont jamais été aussi transparents et économes et simple dans la gestion des biens publics qu'aujourd'hui. Justement, ne vient pas tout remettre en cause, Arnaud Debelli. C'était le sens aussi de la question. Et oui, il y aura toujours des exemples. Et puis on peut se demander pourquoi il y a cet exemple-là. Je pense que ce sera l'objet d'une attention dans les jours qui viennent. Mais vous savez, Charles de Gaulle et Yvonne et Madame de Gaulle, qui servaient, quand c'était dans leurs appartements privés, les poulets de colomber les deux églises, pointaient très bien quelque chose qui, je crois, est spécifique à la France. C'est qu'on a deux passions, à la fois la soif d'une égalité très forte et la recherche de privilèges pour chacun. Et je crois que sa formule était « chaque Français cherche un ou plusieurs privilèges, c'est sa façon d'exprimer sa passion pour l'égalité ». Et cette formule très paradoxale, elle illustre bien notre ambivalence et parfois nos injonctions contradictoires. C'est vrai que ce qui est paradoxal chez François de Rugy, c'est qu'il a contribué à réduire le train de vie de l'Assemblée nationale. Il était à l'origine justement d'une réforme du règlement allant dans ce sens. Elle est plutôt dans ce sens, mais effectivement, je crois que le problème qui se pose là, c'est la contradiction entre les paroles et les actes.
Donc, quand on fait de la politique, il faut s'assurer que ce qu'on dit, on l'applique bien. Ça, je crois que c'est la première des choses. Ensuite, c'est choquant, effectivement, qu'ils disent, finalement, il se défend, c'est un peu acrobatique, sa défense. Parce qu'il dit, on veut garder le contact avec la vie réelle. Et en fait, la vie réelle, c'est de présenter des homards géants et des vins fins à des groupes de personnes qui ne sont pas des ministres ou des représentants étrangers, par exemple, de politique étrangère, qui pourraient valoir la peine qu'on leur montre effectivement des repas comme on sait en faire en France. Donc moi je crois qu'il faut plus de simplicité et moins de faste. Et on reste quand même sur un fonctionnement qui parfois est un peu fasteux. Voilà, on peut aller dans ce sens. On peut mieux faire et il faut améliorer les choses. Voilà. Et on le fait d'ailleurs, parce qu'on parlait de commissaire aux comptes, mais nous, on a des experts comptables qui contrôlent nos comptes. Les comptes de nos frais, ils sont contrôlés. Moi, mes comptes, ils ont été contrôlés cette année. Et ça vous paraît normal? Et ça me paraît complètement normal. Mais attendez, moi, j'ai fait de l'audit, ça me paraît tout à fait normal. J'ai aucun souci par rapport à ça. Alors, on en parlait. Dans ce contexte, on a appris aujourd'hui que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a épinglé 15 parlementaires, dont le sénateur centriste de la Marne, Yves Détraigne, pour des soupçons de détournement de fonds liés à l'usage de leurs indemnités de frais de mandat. Celui-ci plaide la bonne foi. Explication, Samia Dechir. Il dit avoir découvert cette affaire dans la presse. Le sénateur Yves Détraigne fait partie, d'après le journal Le Monde, des 15 parlementaires de la législature précédente visés par une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics. Par téléphone, l'élu centriste affirme ne pas savoir précisément ce qu'on lui reproche et n'avoir jamais été contacté par la justice. Le sénateur centriste aurait, d'après l'article, viré une partie de ses avances pour frais de mandat non utilisés sur son compte personnel. S'il confirme l'ouverture d'une enquête préliminaire, le parquet national financier refuse d'évoquer les noms des élus concernés et les faits étudiés. Il a été saisi fin 2018 par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. D'après les informations du Monde, 15 parlementaires sont soupçonnés d'avoir utilisé une partie de leur enveloppe de frais de mandat pour des dépenses personnelles, des dépenses de 20 000 à 80 000 euros par élu, opérées entre 2015 et 2018. Depuis 2015, l'utilisation de cette enveloppe, 6 109 euros net par mois pour les sénateurs, 5 800 pour les députés, est normalement fléchée sur des dépenses exclusivement liées au mandat des élus. Seraient concernés, d'après Le Monde, 8 sénateurs dont 5 encore en exercice et 7 députés dont 2 siègent encore actuellement. Tous n'ont pas forcément été informés. Le parquet national financier peut choisir d'enquêter secrètement pour plus d'efficacité. Suzanne Vergnol, on voit aujourd'hui que peut-être les règles ne sont pas suffisamment claires pour tous les parlementaires. On a entendu Yves Détraigne qui plaide finalement la bonne foi. Est-ce que sa ligne de défense est tenable là aussi ? Alors nous, en 2017, on a lancé une initiative pour justement avoir accès aux dépenses des parlementaires parce qu'on considère que, comme il s'agit d'argent public, ces dépenses doivent être transparentes. Donc depuis 2007, on a gravi les échelons de l'ordre administratif, en commençant par la CADA, puis le tribunal administratif et enfin le Conseil d'État. Chacune de ces instances nous ont refusé l'accès à ces dépenses sur divers fondements juridiques et le Conseil d'État a invoqué la souveraineté nationale comme argument pour refuser cet accès. Ce qu'on voit fondamentalement, c'est que... Est-ce qu'un contrôle citoyen, ça permettrait d'éviter ce type de... En fait, de cas. Effectivement, la question, c'est de savoir si les contrôles qui ont été mis en place permettent d'éviter ce genre d'affaires. Et la déontologue de l'Assemblée nationale l'a dit à plusieurs reprises. Le fait de contrôler les députés, les dépenses des députés, est un travail titanesque qui n'est pas dans son rôle et qui n'est pas possible pour elle. Donc effectivement, faire la transparence sur ces dépenses permettrait notamment, d'une part, la peur de voir que les mauvais usages soient dévoilés, mais aussi un contrôle plus général, avec beaucoup plus de personnes qui pourraient effectuer ce contrôle. Maître Sevran, il faut de la transparence à tout prix aujourd'hui ? Je ne suis pas un apôtre absolu de la transparence parce qu'il peut être intéressant pour un parlementaire de rencontrer un expert, de l'inviter à déjeuner, de rencontrer un autre parlementaire et de ne pas avoir à justifier forcément de l'ensemble de ses rendez-vous et de son activité. Je ne suis pas certain que la transparence à tout prix soit un gage de démocratie. Je pense dans le même temps qu'il faut fixer des règles, que ces règles elles doivent être respectées et qu'il faut éventuellement qu'une autorité que se choisirait les parlementaires puisse être un gage
quelque part, du fait que ces dépenses sont effectuées dans l'intérêt du service, comme on dit, d'une certaine manière, enfin, du mandat. La transparence à tout prix me semble pas, je veux dire, la garantie absolue d'une... Voilà, je comprends on a déjà la transparence sur les revenus, on a la transparence sur le patrimoine, donc les choses sont... La transparence sur le patrimoine, non, parce que il y a pas de les déclarations de patrimoine des représentants ne sont pas rendues publiques. Oui. Et ça, c'est une excellente chose. Nous, on s'est opposés. Quand il avait été question, on s'est opposés. Nous, on n'est pas pour la transparence. Mais ils peuvent être consultés. Oui, alors, ils peuvent être consultés en préfecture. Ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès. La personne qui sortirait une quelconque information a des sanctions pénales. Oui. Donc, c'est une consultation pour sa propre information. Donc nous non plus, on n'est pas pour la transparence à tout prix. Ce qu'on essaye de restaurer, c'est la confiance et de montrer que la majorité des parlementaires font effectivement un bon usage de leur usage public, de leur fonds publics. Et bien évidemment, le cas d'inviter un journaliste, d'inviter un collaborateur, c'est pas du tout ça le problème. Ça ne choquerait personne. Alors si on en vient au cas d'Yves Détraigne, visiblement, il a acheté des véhicules personnels. Oui, est-ce que c'est encore possible de faire... Vous savez combien on a de parlementaires en France ? 935. On en cite 15 là. 15 qui sont. Alors il faut remettre ça quand même en proportion. 15 par rapport à 935. Donc c'est pas tout le monde. Nous, on a décidé au Sénat, effectivement, de se faire contrôler non pas par la Cour des comptes ou par des magistrats publics, mais par l'ordre des experts comptables. Donc, c'est les experts comptables qui viennent et contrôlent. Moi, je suis effectivement pas non plus favorable à ce que tout le monde puisse venir voir avec qui on déjeune ou avec qui on dîne. Alors là, il ne s'agit pas de déjeuner, on a décidé de savoir qui on rencontrait. C'est des achats de voitures, de permanence alors, parlementaire. Ça, c'est quelque chose qui existait, alors, notamment les travaux sur les permanences, c'est quelque chose qui existait avant. Dans l'ancien fonctionnement qui était effectivement très très libre et absolument pas contrôlé. C'est plus possible aujourd'hui. Tout le monde ne connaît pas les règles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous citez 2015 à 2018, mais aujourd'hui, en 2019, c'est plus possible. Donc il faut bien le dire à tous ceux qui nous écoutent parce que faut être clair, les règles ont nettement changé et se sont nettement durcies. Et si on parle d'argent public, allons-y sur tout l'argent public. Parce que, attendez, quand Radio France, quand la directrice générale de Radio France fait des choses, est-ce que c'est transparent? Est-ce que tout le monde réclame qu'on ait une vision claire de ce qui se passe. L'argent public, il est très présent en France. Il est utilisé non seulement par des élus et par des parlementaires, mais aussi par des tas de fonctionnaires et des tas de personnes qui dirigent des choses sur lesquelles, dans ces cas-là, il faut quand même garder, il ne faut pas aller trop loin non plus. Moi, je rejoins monsieur l'avocat, là, et je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, mais il faut savoir que les règles ont été durcies et qu'aujourd'hui... Et tout le monde ne les connaît pas visiblement, pas tous les parlementaires, ceux qui ont été épinglés. Il y a encore des problèmes visiblement, puisque je les ai, votre collègue Yves Détraigne, c'est le seul dont on connaît le nom à plaider la bonne foi, Arnaud de Belenet. Oui, deux choses. Effectivement, il faut répondre aux besoins de confiance et donc à une certaine forme de transparence pour empêcher un certain nombre de fantasmes et de projections aussi. D'une part, moi j'ai le souvenir quand j'étais maire, un de mes voisins, j'ai déménagé à l'intérieur de ma ville. Un de mes voisins est venu me voir en me disant bravo. Et pourquoi? Et vous n'avez pas utilisé un camion de la ville, vous n'avez pas utilisé les services techniques de la ville. Mais évidemment, j'ai loué un camion, j'ai fait le déménagement moi-même. Mais c'est dire ce que peut être projeté sur la vie politique. Donc oui, on n'aura jamais fait suffisamment d'efforts de transparence. Tout dire et tout décrier, tout expliquer, je ne sais pas. Je pense qu'on a besoin aussi de préserver la liberté des parlementaires. Et si tout est sur la place publique, quelques-uns chercheront à faire en dehors du cadre. Donc à un moment donné, il ne faut pas être contre-productif. Mais je veux redire ici qu'on a besoin de règles. Aujourd'hui, on a le droit d'acheter un véhicule avec notre indemnité de frais de mandat. On a le droit. Et c'est pour se déplacer dans le cadre de son mandat. Quand on fait 50 000 km, vous êtes sénateur de Paris, pas de problème, un petit véhicule suffit, voire un passe Navigo parfois, ou un taxi ponctuellement. Quand vous êtes élu en grande banlieue ou en province, que vous faites 50 000 km par an, que vous finissez régulièrement à 1h du matin, est-ce que vous avez droit à un tout petit véhicule ou est-ce que vous avez le droit d'acheter un véhicule un petit peu plus sécurisé et confortable? Aujourd'hui, ce n'est pas réglementé. Donc vous pouvez acheter n'importe quel véhicule. Et je pense qu'on met les parlementaires, en danger en ne réglementant pas. Donc il faut améliorer la loi, en tout cas le règlement des deux assemblées sur ces points. On entendait Gérard les parlementaires qui font 50 000... à Gérard Larcher de s'exprimer, à Richard Ferrand. Il doit y avoir une prise de parole publique justement sur ce plan, peut-être Vincent Delahaye.
Écoutez, la demande de Gérard Longuet, moi je la partage parce qu'effectivement les présidents des assemblées doivent s'exprimer. Mais ils doivent s'exprimer aussi pour rappeler ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'améliorations. Alors on peut toujours aller plus loin, c'est vrai, mais aujourd'hui il y a beaucoup de dérives qui sont décrites dans les médias actuellement qui ne sont plus possibles. Donc on parle de période de 2015. Alors, je ne sais pas si c'est 2015 à 2018, parce que 2018, on était déjà dans la nouvelle réglementation. Donc, je pense que ça m'étonnerait que ça touche 2018. Que ça touche 2015, 2016. Ça concerne 8 sénateurs, dont 2017. 5 qui sont encore en exercice. Est-ce qu'ils doivent démissionner? Est-ce qu'ils doivent rendre l'argent? Écoutez, moi, pour l'instant, à ce stade, on n'a pas beaucoup d'éléments. Honnêtement, on a un article de presse qui est sorti. On nous dit, voilà, il s'est passé ça. On n'a pas tous les noms. On n'a pas tout ce qui s'est passé. On ne sait pas, les personnes n'ont pas pu se défendre. Donc le minimum, c'est quand même qu'il y ait beaucoup plus d'éléments, que chacun ait pu s'exprimer et qu'en plus, on puisse juger. Suzanne Vergnol, votre avis, est-ce qu'ils doivent démissionner, justement, ces parlementaires mis en cause? Pour l'instant, effectivement, je pense qu'ils ne sont potentiellement même pas au courant, donc ça serait un peu compliqué pour eux. Mais effectivement, alors les règles ont progressé. Je serais un petit peu plus nuancée sur la marge de progrès qui s'est opérée, parce que effectivement, je serais plus nuancée sur cette affirmation. Mais effectivement, il y a eu du progrès. En tout cas, encore une fois, c'est pas forcément au sein du Parlement qu'il faut regarder où les marges de progression en termes de transparence sont les plus importantes. À nouveau, au sein des ministères, il y a des choses à faire. On a très peu d'informations. Alors, sur la question de l'utilisation de l'argent public par les parlementaires, c'est vrai qu'elle avance très lentement, cette transparence. Alors, peut-être est-ce volontaire, peut-être... voilà, mais en tout cas, on n'est pas aussi avancé que ce que j'ai pu entendre. Il y a des améliorations à apporter maintenant. Oui, des améliorations, mais je constate là que pour cette affaire des 15 parlementaires, même si on n'en sait pas grand-chose, c'est quand même la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique qui aurait saisi le parquet. Donc on voit bien que les institutions qu'on a mises en place, elles fonctionnent, et donc à bout d'un moment, l'exemplarité des décisions qui seront prises ou des conséquences de ces décisions finiront par énerver l'ensemble du corps parlementaire, si tant est qu'il en ait le besoin, je n'en sais rien. Mais donc, effectivement, on est au début de quelque chose. Je pense en plus que, si vous voulez, on a une petite tendance à confondre des comportements qui peuvent être graves et des comportements qui sont un peu dans cette zone grise. Et donc, cette confusion générale fait que, entre quelqu'un qui est malhonnête et qui se sert de l'argent public et quelqu'un qui peut faire une erreur ou ne pas l'utiliser exactement avec les codes qu'on attend, on a exactement le même traitement. Et je crains ça, c'est-à-dire que pour moi, le droit pénal doit sanctionner les comportements les plus graves et les plus inadmissibles et les sanctionner lourdement, mais il n'est pas là pour sanctionner, je dirais, des failles ou des difficultés. On le disait tout à l'heure pour le président de l'Assemblée nationale, il me semble qu'on est sur des comportements qui sont plus choquants sur le plan déontologique que sur le plan pénal, en tout cas de ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Dernière question avant la fin de ce débat, Arnaud de Belenet, est-ce qu'il sera encore ministre de la Transition écologique, François de Rugy, ce soir? Écoutez, c'est un excellent ministre. Je constate qu'il n'a pas enfreint la loi, qu'il y a des questions qui lui sont posées. Il doit amener des réponses. Est-ce que c'est un sujet à minima de remboursement? Est-ce qu'il doit démissionner? Quelle conclusion personnelle il en tire? Qu'est-ce qu'attend le chef du gouvernement? On va le savoir très bientôt et j'aimerais avoir une boule de cristal. Mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel et qu'il n'y a pas d'infraction à la loi. Mais ça pose tout de même question, et donc ça rappelle l'inadéquation entre l'exigence de moralité et de transparence d'une part et le cadre légal, et que cette zone grise mérite d'être cadrée pour protéger nos élus et éviter les fantasmes et contribuer à renouer un lien de confiance entre les Français et leurs élus qui souvent sont plutôt contraints. Et si j'ai 10 secondes, juste vous dire, quand vous êtes élu de la République et que vous voulez faire des travaux chez vous, vous ne négociez jamais les devis parce que sinon on va vous accuser de faire pression ou d'octroyer des avantages à l'entreprise. Donc être élu, c'est une exigence de chaque jour, y compris dans sa vie personnelle, et nul doute que l'immense majorité s'y soumet. C'est pas si facile que ça. Merci, pas si facile à tous les quatre. Et il aura du mal à se maintenir. Merci d'avoir participé à ce débat.
C'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice LR de Paris, membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde féminine de football qui a vu la victoire des États-Unis. On s'arrête un instant sur l'engouement pour ce sport de la part des filles. Les effectifs, vous allez le voir, explosent à Paris. Mais du coup, ce sont les infrastructures qui manquent. Reportage d'Alizée Boissin. On m'a déjà dit que le foot c'était pour les garçons et je leur ai répondu non, les filles aussi peuvent jouer au foot. Au club du FC Gobelin, les clichés sur le foot féminin sont priés de rester au vestiaire. Ici, 125 filles s'entraînent chaque semaine sous les conseils de Marie-France. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous! À la tête de la section féminine depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, la pression est supplémentaire sur le terrain. Donc, de votre côté, je veux que vous montriez une très bonne image du club. On joue collectif, ok? Comme leurs idoles, le groupe des 10-11 ans affronte une équipe de jeunes américaines spécialement venues pour le mondial. Si la Coupe du Monde booste la popularité du foot féminin, les filles n'ont pas attendu l'événement pour enfiler les crampons. Depuis 2-3 ans, je vois un prémisse. Il y a beaucoup plus de gamines qui viennent vers le foot et surtout de parents qui acceptent. Et là, avec la Coupe du Monde, je pense que c'est en train de se retourner complètement. Pour cette sénatrice de Paris et membre de la délégation aux droits des femmes, pour encourager ces vocations, il faut dépasser les a priori. Le football, c'est un enjeu d'éducation et c'est un facteur d'éducation et c'est un résultat d'éducation aussi. C'est-à-dire que là, la responsable disait à juste titre que ça allait donner envie aux jeunes filles d'en faire, notamment parce que les parents aussi vont voir que ça peut être tout à fait un sport pour leurs enfants, pour leurs petites filles, auxquelles elles ne pensaient pas forcément. Donc on voit l'importance de l'éducation. Évidemment, l'école y contribue. C'est un partenariat entre l'école et les familles. Et évidemment, les clubs sportifs, bien sûr, qui doivent faire de la publicité pour que de nombreuses jeunes joueuses les rejoignent. Mais encore faut-il que les clubs soient en capacité d'accueillir ces étoiles montantes du foot. Depuis son arrivée au FC Gobelin, Marie-France n'a cessé de pousser les lignes des terrains pour accueillir ses joueuses. Et ce n'est toujours pas suffisant. Oui, on est le 3e club en France en nombre de licenciés, derrière la CBB et le Roy Malmaison. Formidable. 1500 pour le 13e. C'est bien d'avoir un club comme ça à Paris, c'est super. Pour 3 terrains. Ouais. Non, 2 terrains et un petit bout sur celui-là, c'est chaud. Manque d'infrastructures. Ouais. On le soulignait dans le rapport qu'on a fait au Sénat, le manque d'infrastructures, c'est clair. Manque de vestiaires, manque de toilettes. Ouais. Vous savez, le chiffre qu'ils nous ont dit, alors j'espère que je ne me suis pas trompée, la ville de Paris nous a dit que 23% des créneaux terrain gymnase étaient pour les filles uniquement, 23%. Donc il y a du boulot. Hein. Bah oui. Ça va être, je pense, difficile, notamment pour la ville de Paris et la Petite Couronne, parce qu'il n'y a pas suffisamment de terrain déjà pour les garçons. Donc avec la mairie de Paris, déjà depuis quelques mois, on essaye de réfléchir à d'autres solutions. On a la solution des Five, donc ce sont des terrains privés qui sont loués pour faire du foot en intérieur ou extérieur à 5 contre 5. On va essayer de voir aussi les city parks et voir si on ne veut pas pousser les terrains. Des infrastructures indispensables pour faire face à l'afflux d'inscriptions de septembre. Si le match contre les Américaines est perdu, ça ne gâche rien à la fête, avec peut-être l'espoir de voir la prochaine génération des Bleus gagner le mondial. Bonsoir Céline Boulay-Espéronnier, merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir cet engouement de la part des jeunes filles pour le football. Il y a un réel effet de la Coupe du Monde justement ? Il y a un effet de la Coupe du Monde. On en sort là, on a vu l'intensité qu'il y avait, l'engouement, le dynamisme. C'était vraiment formidable. Alors on en sort. L'idée, c'est de capitaliser maintenant là-dessus et de voir si l'effet va être durable. Il faut que l'effet soit durable. C'est un enjeu qui est fort, oui. Un enjeu d'éducation, c'est ce que vous dites dans le reportage. Pourquoi ? Un enjeu d'éducation et un résultat d'éducation. Nathalie Bois-de-la-Tour, que nous avons auditionnée avec la délégation aux droits des femmes au Sénat, disait qu'il y avait 3 lieux d'éducation principaux en France aujourd'hui, qui étaient l'école, la famille et le football. Donc on voit tout à fait le partenariat qu'il y a entre l'éducation privée de l'école et puis celui du football, bien sûr. Ouais, ouais. C'est un enjeu aussi d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les petites filles et les garçons. D'où le rapport, puisqu'avec les délégations aux droits des femmes, on essaye vraiment, dès que possible, d'encourager tout ce qui peut contribuer à l'égalité entre les hommes et les femmes, et évidemment le football qui est le sport le plus médiatisé en France et dans le monde d'ailleurs est un enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes, bien entendu.
Il y a un problème d'infrastructure, il est criant, de vestiaires. On le voit aujourd'hui, 23% des terrains seulement sont dédiés aux filles. Est-ce que vous pouvez, vous, en tant que parlementaire, vous saisir de ce problème? On va se saisir de ce problème. Il faut libérer des créneaux, bien évidemment, puisqu'on voit que l'un des effets de l'engouement qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde de football, la Coupe féminine, c'est qu'il y a un afflux de jeunes femmes qui veulent rejoindre les fédérations et les clubs sportifs aujourd'hui pour faire du football. Ce serait dommage de leur dire non, il n'y a pas assez de créneaux. Donc il faut que les collectivités locales et la ville de Paris, puisque je suis sénatrice de Paris, la première, trouve et libère des créneaux. Bien entendu, il faut que chacun maintenant, tous les acteurs prennent leurs responsabilités. Ce serait trop dommage de ne pas pouvoir capitaliser là-dessus. C'est encore possible, là, pour la rentrée de septembre, selon vous ? Pour la rentrée de septembre, ça va être très probablement difficile, mais aucune difficulté n'est à surmonter. Et en tout cas, pour les mois et pour les années à venir. Encore une fois, il faut capitaliser sur le moyen et sur le long terme. Ce serait dommage que ça s'arrête là et qu'il n'y ait eu qu'un effet Coupe du Monde. Il faut que ce sport vraiment perdure et soit un vrai enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez suivi cette Coupe du Monde, le parcours des Françaises, des Bleus ? Céline Boulay-Espéronnier, oui. Bien entendu, oui. J'étais au Parc des Princes. Il se trouve qu'en plus, j'habite à 5 ou 10 minutes à pied du Parc des Princes. Donc, j'ai fait le trajet à pied. J'ai vu les supporters qui chantaient, la Marseillaise et tout. Et j'y ai retrouvé la même intensité que pour la Coupe du Monde masculine qui a eu lieu il y a un an. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste du football, mais j'ai vraiment apprécié l'intensité d'être dans les tribunes. J'ai apprécié le spectacle. J'ai trouvé qu'il y avait du temps de jeu, qu'il y avait peu de pauses, qu'il y avait une belle technique et qu'il y avait peu de simulation. On parlait des questions d'égalité. On a entendu Ségolène Royal récemment proposer justement des équipes mixtes. Que pensez-vous de cette proposition ? Moi, je n'avais pas pensé. Je trouve que c'est un peu poussé. Voilà, il ne faut pas non plus être dans la caricature. Il faut être dans tous les aspects sérieux qui peuvent entourer, je vous dis, cette capitalisation sur cette merveilleuse compétition qui a eu lieu. Et là, je trouve qu'on est un peu dans la caricature. Et puis, il peut y avoir quand même des dangers physiques. Malgré tout, un homme et une femme, physiquement, c'est pas exactement la même chose. Donc, moi, je ne sais pas où a voulu en venir Ségolène Royal, mais il ne faut pas être dans la surenchère non plus. Surenchère égale caricature et ça dessert un peu, à mon avis, la cause. Après, il faut voir, tout est envisageable. L'égalité femmes-hommes, ça passe aussi par l'égalité salariale. On sait que tout le monde n'est pas d'accord sur cette question. Est-ce qu'elles doivent être rémunérées à hauteur des salaires perçus dans le football masculin, les Françaises ? Bien entendu, il y a une différence qui va de 1 à 100. Il y a 96% de différence entre le salaire d'un footballeur et le salaire d'une femme qui fait du football. Bon, donc ça, c'est évidemment un problème majeur. Et puis, il y a le problème des primes aussi. Ça va de 1 à 10. Donc, je crois que pour la Coupe du Monde masculine, les primes pour les Bleus étaient de 350 000 €. Pour les vainqueurs de la Coupe du Monde féminine, c'est 35 000 €. Voilà, il faut évidemment travailler à ça. Alors, ça dépend beaucoup des droits TV, évidemment. Il faut changer tout l'écosystème économique autour de ça. Ça fait partie des propositions du rapport de la délégation. Ça fait partie oui, tout à fait. Des femmes. Bien sûr, d'aller vers une professionnalisation. L'une des différences majeures, c'est que les femmes footballeurs sont liées par des contrats fédéraux à la Fédération française de football, ce qui fait qu'elles sont amateurs et qu'elles ne peuvent pas vivre de leur sport. Il y a sur 180 000 licenciés, il y a seulement une centaine de footballeuses, de femmes qui jouent du football, qui sont professionnelles. Et évidemment, il faut tendre vers une professionnalisation du football. Mais ça dépend de l'ensemble de l'écosystème financier. Ce combat est également porté par la joueuse emblématique de l'équipe des États-Unis, Megan Rapinoe. Elle a interpellé justement le président de la FIFA, Gianni Infantino. Toutes les joueuses de cette Coupe du Monde, elles ont fait le show le plus incroyable. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. C'est ce qu'elle dit. Elle est la personne aussi pour mener ce combat en faveur. Elle est la personne pour mener ce combat car elle est un porte-étendard. On l'a découverte avec ses cheveux roses. Elle n'a pas hésité, qu'on en pense du bien ou non, à s'opposer quand même au président des États-Unis, à lui tenir tête. Ça veut dire que c'est une vraie femme de conviction et qu'on soit d'accord ou non, elle porte ses convictions. Et comme je le disais, la médiatisation, c'est un enjeu majeur. Et pour aller au-delà, la starification, parce qu'on est dans ce système de communication aujourd'hui qui fait que si on est une star, on sert une cause beaucoup mieux. Et c'est un enjeu majeur, évidemment, pour le football féminin et pour, encore une fois, l'égalité femmes-hommes. Et Megan Rapinoe, elle, évidemment, dans ce sens, elle n'ira pas à la Maison-Blanche pour fêter son sacre. Que pensez-vous de ce geste ? Bon, moi, si j'avais gagné la Coupe du Monde, j'aurais été à l'Élysée si j'avais été invitée, bien sûr, parce que voilà, c'est un symbole fort. Après, je vous dis, c'est une femme de conviction qui va jusqu'au bout de ses convictions. Voilà, je trouve que c'est éminemment respectable, en tout cas.
Vous êtes sénatrice de Paris, un des enjeux cette semaine au Sénat aussi, c'est la nouvelle lecture du projet de loi pour la restauration de la cathédrale de Notre-Dame. On sait que la commission se réunit ce soir avant l'examen en séance. Et il y a un débat entre députés et sénateurs. On en a parlé sur la question de l'article 9, sur les dérogations aux règles d'urbanisme. Est-ce qu'on va vers un consensus? Moi, j'avais fait un amendement pour la suppression de l'article 9 que je réintroduis, car je reste moi aussi, je vais jusqu'au bout de mes convictions. Je trouve que Notre-Dame, il ne faut pas qu'il y ait de loi d'exception. Il faut se méfier de tout ce qui est dérogatoire. Je m'en étais expliqué lors de la première lecture. Je ne changerai pas d'avis, donc on va en discuter tout à l'heure à la commission culture. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est important pour Paris et puis pour Notre-Dame. Mais méfions-nous de tout ce qui est loi d'exception. Je reste sur cette même ligne. Est-ce qu'Édouard Philippe fera un bon maire de Paris, Céline Boulay-Espéronnier? Édouard Philippe, c'est à lui de vous répondre s'il fera un bon maire de Paris. Probablement, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, il dit qu'il n'est pas intéressé par Paris. Ça n'est pas d'actualité, mais je vous en prie, posez-lui la question. Oui, vous pourriez le soutenir en cas d'une candidature? Je pourrais soutenir tout ce qui va dans le sens du projet que je veux défendre, moi. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Eh bien, merci à vous, Céline Boulay-Espéronnier, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Et à demain, 16h30.